Non, j'en veux pas. Ah non, c'est pour ça. On voit le séminaire. 20 chroniques. Je vais prendre un photo pour remettre sur un confinement total. Je commence. Et moi, du coup, pour ceux qui ne s'expriment pas pour le moment, est-ce qu'il serait possible de couper les micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Écoutez, je pense qu'on est tous là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon, Émilie. Ok. Donc bonjour à tous et à toutes.
Bienvenue pour ce web séminaire dédié à la gestion des risques psychosociaux liés à l'isolement et au confinement imposé dans le contexte actuel que nous vivons tous aujourd'hui. D'abord, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien et que vos collègues et vos proches vont bien aussi. Voilà, avant de commencer. Donc nous avons décidé au sein d'OTN de mener ce web séminaire pour vous. On va être ensemble pendant 1 heure et demie environ. Et donc, l'objectif de ce web séminaire, c'est de pouvoir identifier les risques psychosociaux auxquels vous êtes parfois confrontés dans le contexte actuel et de vous donner des pistes pour pouvoir y faire face au mieux. En fin d'intervention, en fin de séminaire, on prendra un temps pour se positionner en tant que dans la peau du manager, comment le manager, lui, peut être amené à gérer les risques psychosociaux auxquels sont confrontés ses collaborateurs. Et puis pour tout ce qui est organisation technique du web séminaire, je vous propose tout d'abord de laisser la parole à nos intervenants du jour, de les laisser dérouler le cours de leur intervention et de prendre un temps d'échange et de questions-réponses en fin de web séminaire pour pouvoir prendre en compte vos questions et y apporter des réponses. Voilà. Donc, je vous demande à tous, si possible, pendant les interventions de nos experts, de bien vouloir couper vos micros. Sinon, je le ferai pour vous. Mais de manière à ce qu'on évite trop les bruits parasites. Et puis, au moment où vous souhaiterez intervenir, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez réactiver vos micros et prendre la parole au moment le plus opportun. Voilà. Le web séminaire du jour est enregistré. Vous pourrez le retrouver avec les supports de présentation du jour sur le site web d'OTN dès demain, dans la rubrique Centre de ressources du site, donc je le disais, d'OTN, ottnormandie.fr. Je vais maintenant vous présenter nos deux intervenants. Je vais ensuite leur laisser la parole. Donc, je remercie chaleureusement Séverine Le Sueur et Florent Dubus, qui sont tous les deux chargés de mission à l'ARACT. L'ARACT, c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et je vous remercie donc tous les deux pour la contribution que vous apportez aujourd'hui au profit des offices de tourisme de Normandie. Voilà, et je vais donc du coup leur laisser la parole. Florent, Séverine, allez-y, je vous en prie. On se retrouve en fin d'intervention pour les questions-réponses. N'hésitez pas à les lister dès à présent. Très bien, merci de votre sollicitation, merci de votre présence aujourd'hui. L'idée, c'est effectivement de pouvoir aborder à travers ce temps de présentation et d'échange les risques psychosociaux des salariés dans la situation que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire en isolement, télétravail isolé, mais aussi des situations que vous pouvez connaître aussi, qui sont de réduction d'activité dans les différentes structures. On parle de chômage partiel aussi, potentiellement. Et donc, on va pouvoir vous proposer aussi, effectivement, comme le disait Émilie, un temps d'échange. Alors, on vous propose aussi peut-être un temps d'échange avant de passer, on a prévu plusieurs étapes, et avant de passer aux pistes d'action, peut-être un temps d'échange sur votre situation, une fois qu'on aura précisé un petit peu ce qu'on entend par risques psychosociaux, comment ça peut se traduire dans le contexte un peu particulier aujourd'hui. Alors, assez rapidement sur l'ANACT. Donc, on fait partie d'un réseau, donc un réseau national qui est sur l'ensemble du territoire français. Ce réseau est piloté à l'échelle nationale par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, qui est un établissement public sous tutelle du ministère du Travail. Et en région, ce sont des associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail, qui sont administrées de manière paritaire par les organisations patronales et les syndicats de salariés. Donc on est sur l'ensemble du territoire français et au service des entreprises, TPE, PME en priorité, mais tout type de secteur, tout type d'organisation, partout où il y a des travailleurs et des salariés.
Alors, nous en Normandie, donc on est une association normande depuis le 1er juillet 2016. Notre structure de financement, c'est l'État via l'ANACT et via les directs, la directe en région et différents pôles, et puis l'ANACT pour ce qui est du ministère du Travail. Alors, notre gouvernance, vous avez ici les différentes organisations qui composent notre gouvernance en région, et puis la mission que j'ai précisée tout à l'heure, avec cette vigilance particulière sur les conditions de travail et son amélioration dans l'ensemble des entreprises. Et donc, par conditions de travail, on entend effectivement tout ce qui est autour de la question des risques professionnels, mais aussi de l'amélioration du management, de l'organisation du travail, tout ce qui est autour de l'égalité professionnelle, tout ce qui est autour de l'amélioration de la qualité du travail. Tout ceci, ce sont des sujets qu'on est amené à traiter. Traiter dans le cadre d'intervention et traiter dans le cadre de retour d'expérience qui nous permettent ensuite de valoriser des bonnes pratiques, des bonnes initiatives, et ensuite de pouvoir faire profiter le plus grand nombre de structures de ce qui fonctionne bien et de ce qui mérite d'être utilisé. Voilà. Alors au niveau des intervenants, puis je vais laisser Séverine se présenter. Donc moi je suis Florent Dubus, intervenant sur les questions de prévention des risques psychosociaux, avec une focale aussi, une expertise sur tout ce qui est autour du secteur public, des missions de service public, et aussi une casquette sur des dispositifs comme l'appui conseil RH, et c'est pas noté ici, mais aussi l'action de formation en situation de travail, qui sont des dispositifs qui peuvent être utiles et activés dans des structures pour justement envisager des parcours professionnels, des transformations d'organisation qui vont être favorables à l'organisation et aux bonnes conditions de travail. Merci Florent. Donc pour ma part, Séverine Le Sueur, chargée de mission de l'ARACT Normandie également. J'interviens dans les domaines de prévention des risques psychosociaux, mais également sur la thématique de l'égalité professionnelle et le champ du handicap. Donc j'ai des missions aussi assez larges, et nous nous rejoignons aujourd'hui avec Florent autour de la thématique des risques psychosociaux. Bien, alors du coup, notre plan de webconférence, c'est effectivement peut-être de revenir sur des fondamentaux de ce qu'on entend par risques psychosociaux, de quoi on parle, et puis ensuite de voir spécifiquement en conditions de télétravail comment ça se traduit tout ça. Donc avec ce confinement qui est nécessaire, donc il y a eu une transformation de nos conditions de réalisation du travail, et vous voyez que nous sommes aussi concernés, hein. Tout le monde voilà, est touché, je dirais, par ces éléments-là, avec des proportions différentes. Et il y a encore une fois même d'autres configurations que le télétravail. On pense à tous les secteurs aujourd'hui qui sont en activité aussi, qui vont être confrontés à d'autres risques psychosociaux. Ça va se traduire autrement au regard de la situation. Et puis avant le passer du point 2 au point 3 sur les pistes d'action, on va vous questionner un petit peu pour connaître un petit peu votre réalité, votre ressenti, votre vécu par rapport à tout ça, aborder les pistes d'action qui peuvent être mobilisées autour effectivement des questions de management, des collectifs de travail, de l'organisation, et puis des pistes d'action peut-être un peu plus pratico-pratiques du quotidien. Et ensuite, on va effectivement prendre toutes vos questions, essayer d'y répondre du mieux que l'on peut. Alors peut-être, d'un point de vue global, effectivement, c'est une situation qui est assez inédite. Donc on n'a pas forcément nous-mêmes beaucoup de recul sur tout ce que ça peut générer aujourd'hui pour chacun. Donc on voit bien que ce sujet a émergé et qu'il est nécessaire de pouvoir aussi prendre toute la mesure de ce que ça implique. Et nous n'avons pas aujourd'hui, nous, d'expérience particulière, plus que vous, dans ce domaine-là. On peut parler de risques psychosociaux, mais dans ce contexte-là, c'est différent. Oui. Voilà. Alors, nous allons prendre de la hauteur pour commencer.
Donc, je vais aborder ce contexte que nous vivons aujourd'hui en nous permettant de nous demander pourquoi a-t-on peur face à la pandémie mondiale. D'abord, pourquoi le mot peur? Parce que ce n'est pas une angoisse en tant que telle, c'est une vraie peur. La peur a un objet, à savoir, on peut quantifier, on peut identifier le danger. D'accord? Ça peut être, par exemple, une voiture qui surgit subitement, quelque chose qui vient subitement interrompre notre quotidien. L'angoisse, c'est plutôt une sensation, c'est-à-dire nous nous sentons angoissés, nous avons une tension interne, mais il est difficile de déterminer d'où provient cette angoisse. Cette fois, nous avons un ennemi invisible, à savoir que pour les scientifiques, le coronavirus est une peur ciblée, d'accord ? En l'occurrence, un virus. Mais pour nous, les citoyens, c'est un peu plus difficile parce que nous visualisons mal ce qu'est un virus. Donc, finalement, nous pouvons parler de peur diffuse, voire une angoisse. D'autant plus qu'on ne sait pas, en fait, d'où la maladie peut venir. Est-ce que ça peut atteindre nos proches, ça nous atteint nous, ça peut atteindre tout un ensemble de catégories de personnes, les plus fragilisées, les plus vulnérables. Donc, c'est pour ça qu'on parle de peur diffuse. Pourquoi la peur? Eh bien, parce qu'il y a une transformation de notre mode de vie. Nous avons, nous, êtres humains, une vie bien remplie, une vie active. Et aujourd'hui, notre vie, elle est au ralenti. On est vraiment dans une vie passive. De la même manière, pour la plupart d'entre nous, nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin d'interaction. Et là, nous sommes isolés. La liberté, ô combien cette liberté nous est précieuse. Aujourd'hui, nous sommes confinés, donc nous sommes contraints. Dans nos vies, aujourd'hui, ces vies sont trépidantes avec des activités qui se multiplient. Comme je disais tout à l'heure, nous avons un retour aussi aux sources et nous avons, de par notre environnement, de par ce que l'on vit dans nos maisons aussi, un calme qui n'est pas habituel, qui peut aussi un peu déconcerter. Alors, nous avons identifié, si vous voulez, 2 catégories de personnes pour bien comprendre ce phénomène. Donc, je vais évoquer dans un premier temps le télétravail et ensuite, je vais évoquer les personnes qui sont en chômage partiel. Alors, le télétravail en temps de pandémie et de confinement. Ce que ça occasionne, eh bien, nous nous rendons compte que nous sommes forcément isolés en télétravaillant, car il n'y a plus d'interaction physique, c'est une évidence. Nous constatons une hyperconnexion au travail. Effectivement, aujourd'hui, les mails sont multipliés. Nous passons beaucoup plus de temps au téléphone. Nous sommes sollicités par les conférences audio, par les conférences visio. Parlons également de la gestion de l'autonomie, à savoir comment je m'organise au quotidien dans mon activité, comment vous structurez votre activité. L'activité est-elle fractionnée? Est-elle en continu? Comment le salarié gère ses temps de vie professionnelle, ses temps de vie personnelle? Tout ça, c'est une modification du télétravail habituel. Se joue également l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, car effectivement, il y a une fusion de ces 2 sphères. Et puis, nous habite aussi le sentiment de culpabilité en télétravail par ce temps de pandémie de confinement. Comment le salarié a-t-il la certitude de faire un travail de qualité? Comment arrive-t-il à gérer au mieux sa charge de travail? Tout ça, ce sont des inquiétudes et ça génère du stress et de la nervosité. Le chômage partiel
survient une préoccupation qui est la préoccupation financière. Lié à cela, un sentiment d'insécurité, puisque ça peut être lié à une perte de salaire. Et puis également, se dire combien de temps va durer le chômage partiel. C'est une vraie question. Le chômage partiel, eh bien, le temps s'arrête, le temps professionnel s'arrête. De ce fait, peut parvenir une perte de rythme habituel. À quelle heure je peux me lever, le coucher. Comment faire aujourd'hui? Nous sommes au 16e jour de confinement. L'ennui peut arriver. Également un sentiment d'inutilité qui peut engendrer une perte d'estime de soi. De la même façon, de l'angoisse, de la nervosité et de la fatigue émotionnelle. Liée à la perte de rythme habituel lorsqu'il n'y a plus d'activité professionnelle en tant que telle. Nous constatons une amplification aussi des mauvaises habitudes. Ça peut être le décalage des repas, le grignotage, le renforcement de la consommation d'alcool et du tabac. Donc, aujourd'hui, quelle que soit la situation, nous observons que nos modes de vie sont complètement bouleversés. Il est important de prendre en compte ces situations aussi inégales, à savoir le lieu d'habitation. Est-ce une maison? Est-ce un petit appartement? La situation aussi de chacun. Y a-t-il des enfants au sein de la sphère familiale? Des enfants en bas âge? Donc, tout cela nécessite, on le verra tout à l'heure, mais une prise en compte du manager, de la situation individuelle de chaque salarié. Et ô combien c'est important. Voilà le repère en fait concernant ces deux situations. Donc, je laisse la parole à Florent pour aborder maintenant les risques psychosociaux. Très bien. Donc, les risques psychosociaux, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. Après, qu'est-ce que c'est précisément? Il y a plusieurs éléments. Alors, la première chose, c'est que ce sont des risques professionnels, au même titre que d'autres risques. Et donc, ils doivent aujourd'hui être, aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années, 2008, voire avant, être inscrits dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, en gros, c'est un risque professionnel auquel les salariés vont être exposés et qui va mettre en danger leur intégrité physique et mentale des salariés, sachant que le Code du travail, l'article L41-21-1, prévoit justement que l'employeur est responsable de la bonne santé physique et mentale de ses collaborateurs. Donc, c'est le cadre global, je dirais, dans lequel s'inscrit la question des risques psychosociaux. On parle bien de risques professionnels, il ne s'agit pas de risques tout venant. On peut se sentir stressé pour des situations de la vie quotidienne, de la vie privée. Malgré tout, pour qualifier ça de risque psychosocial, il faut que ce soit en lien avec le travail. Voilà. Quand on s'appuie sur d'autres éléments, on voit bien que le risque psychosocial, les risques psychosociaux sont différents facteurs en interaction. Ce n'est pas juste le fait d'être confiné qui va générer du stress. Ce n'est pas juste le fait d'avoir une charge de travail importante qui va générer un mal-être ou une souffrance. C'est une conjugaison de facteurs qui vont être à l'intersection de l'individuel, du collectif et de l'organisation, qui, bout à bout, vont générer des effets chez les professionnels, chez les salariés, et qui sont des effets à la fois aussi sur l'entreprise, sur l'organisation. Donc, on parle bien en fait de risque, c'est-à-dire quand on parle de situation où un professionnel ou plusieurs salariés vont être confrontés à des exigences, à des causes différentes. Là, il y en a un certain nombre qui sont listés dans le document.
l'organisation du travail, les relations, tout ce qui est management, tout ce qui est conditions d'emploi, toutes les questions de sécurité dans l'emploi ou crainte pour l'avenir font partie aussi de causes qui, mises bout à bout, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui vont générer des effets variés, physiques, mentaux et sociaux chez les professionnels. Et souvent, quand on intervient dans des structures et qu'on constate qu'il y a eu des conflits ou qu'il y a des conflits actuellement, ça va souvent être des signaux, je dirais qu'il y a eu à un moment donné des risques psychosociaux qui se sont manifestés sous des effets qui ont dégradé le collectif de travail, notamment. Et puis, à ne pas oublier les impacts aussi sur l'entreprise. On sait que la présence de risques psychosociaux dans une organisation ne touche pas que les salariés, elle touche aussi toute l'organisation elle-même, à travers un certain nombre de phénomènes qui sont listés ici, mais on pourrait lister beaucoup plus de ces phénomènes-là qui vont apparaître, comme la baisse de qualité de service pour des structures qui ont un service rendu. Ça peut être une baisse de qualité produit, tout simplement, la désorganisation, les retards dans la production, dans le fonctionnement, dans les projets, l'absentéisme et tous les impacts sur l'image. Donc tout ça, c'est lié aussi aux phénomènes qu'on rencontre dans les organisations de risques psychosociaux. Ce qui est compliqué dans l'évaluation des risques psychosociaux, c'est qu'on est bien sur un risque, c'est-à-dire il ne doit pas forcément s'être produit pour qu'on cherche à le prévenir, donc il faut anticiper, et on est sur des effets qui vont être différents en fonction des individus et différés. En gros, c'est pas parce que on a une surcharge à l'instant T qu'on va déclencher un burn-out le lendemain. C'est des processus qui s'installent lentement. Lentement dans le temps, ça progresse, et à ce moment-là, ensuite, on peut voir apparaître un phénomène. Et puis, c'est pas parce qu'un collègue a un souci et il se retrouve en arrêt maladie qu'un autre va aussi se retrouver dans la même situation. Il peut très bien avoir d'autres manifestations de risques psychosociaux, des troubles qui vont apparaître, qui vont être des conditions un peu différentes. Alors, il y a un mécanisme qui est très important dans le risque psychosocial, et pour ça, on peut revenir à l'accord national sur le stress professionnel qui date déjà de 2008, qui est la notion de déséquilibre. La notion de déséquilibre est très importante entre la perception d'un individu sur ce qui existe dans son environnement en termes de ressources et en termes de contraintes. Sur les réactions différentes, on l'a déjà dit. Mais sur la question de déséquilibre entre contraintes et ressources, les ressources qui sont là, on aurait dû mettre en rouge, qui nous informent sur le niveau de stress d'un individu ici. Alors, l'illustration, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des contraintes, par exemple une charge de travail, des exigences de qualité, des contacts avec les clients, des exigences relationnelles, et émotionnelles, par exemple, qui sont là, qui sont présentes, mais dans beaucoup de situations, il va y avoir des ressources en face. Par exemple, le collectif de travail, l'entraide, les compétences, tout ce qui est est-ce que j'ai la capacité à faire face, l'autonomie, la reconnaissance, tous ces éléments-là, le soutien de l'encadrement, peuvent s'équilibrer. Et quand c'est comme ça, on ne voit pas forcément de difficultés particulières, la situation se passe bien, voire même est intéressante et jugée positive par les professionnels. Et quand on voit apparaître finalement des troubles psychosociaux, donc tous ces phénomènes d'angoisse, de mal-être, de stress, c'est que finalement est apparu à un moment donné ce déséquilibre. Ce déséquilibre en termes de contraintes. Beaucoup de contraintes qui ont augmenté et puis des ressources qui ont diminué. Et dans ce cas-là, là, on voit apparaître des troubles qui vont être importants. Alors, ça peut être ponctuel sur une semaine, sur un projet, sur un dossier, dans la relation avec un client ou un usager. Ça va se produire de cette manière-là. En revanche, tout ce qui va durer dans le temps, quand ça va devenir chronique, c'est là qu'on va voir apparaître finalement un phénomène d'épuisement de l'individu. Toute personne, tôt ou tard, ne pourra plus faire face par rapport à ça.
parce que du coup, elle va puiser en fait dans ses ressources personnelles pour essayer de faire face, et finalement, ça ne suffira pas, et tôt ou tard, on va s'épuiser. Alors ça, c'est une situation assez courante, c'est-à-dire que du jour au lendemain, et c'est le cas dans notre contexte, on va se retrouver avec d'autres moyens de communication, peut-être un confort professionnel différent, ça c'est une autre contrainte. On va avoir d'autres échéances, une charge de travail qui va diminuer, ou au contraire qui va augmenter. Et donc tout ça, ça va rentrer dans l'augmentation, en tout cas dans la reconfiguration de toutes les contraintes qui vont s'exercer sur nos situations de travail. Et par ailleurs, les ressources peuvent se faire plus maigres. Exemple, on ne peut plus échanger de manière facile et naturelle avec des collègues, par exemple, sur certains dossiers. Il faut qu'ils soient disponibles, on ne sait pas quand, etc. etc. Le collectif est peut-être moins présent. Donc ces questions d'isolement aussi peuvent jouer sur les ressources. Donc ça, c'est une situation assez courante, mais il y a un autre exemple, c'est celui-ci. Alors il y a une petite faute d'orthographe, mais c'est-à-dire qu'on peut avoir très peu de contraintes, et pour autant être dans la même situation de mal-être et de difficulté que l'individu qu'on a présenté juste avant, qui avait très peu de ressources et beaucoup de contraintes. Là, vu de loin, c'est très compliqué pour un manager de comprendre cette situation. Parce qu'il y avait une notion qui était celle des perceptions un peu plus tôt. L'individu, il a peut-être beaucoup de ressources ici, en fait, sauf qu'il ne les voit pas forcément. Sa perception de ces ressources. Et donc, vu de loin, on se dit, mais pourquoi cet individu, ça va pas, il se noie dans un verre d'eau, etc. Sauf que, en fait, cette notion de déséquilibre, elle est tout aussi présente, parce que les quelques contraintes là, qui s'exposent sur lui, il n'a plus rien pour y faire face, et donc il va générer ce stress, ce mal-être, ces difficultés relationnelles, par exemple, les conflits, etc. Voilà, par rapport à ces différents éléments, le mécanisme des risques psychosociaux, qui est un jeu finalement d'équilibriste entre l'organisation, tout ce qu'elle demande, le travail, et tous les moyens dont on peut disposer, toutes les ressources dont on peut disposer pour accomplir et faire face à ces exigences. Vous avez aussi dans le support un certain nombre d'effets. Alors le support, vous l'aurez, hein, bien entendu. Ce qui est important, c'est ici de voir un peu la multiplicité des effets. On disait tout à l'heure, ça va se manifester différemment en fonction des personnes. C'est le cas. Vous avez le TMS, vous avez de la dépression, de la fatigue, suicide, tentative de suicide, des addictions, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, perturbations hormonales, diabète. Le rôle des risques psychosociaux dans l'apparition de ces pathologies-là a été largement documenté. Donc là, on voit bien que le corps et le psychisme sont liés et que les effets peuvent être aussi bien sur le corps que sur le psychisme. Voilà, tout à fait. Et vous imaginez bien, si je reviens sur cette diapo-là, que quand ça se produit, ça a un impact en plus. C'est-à-dire que ça devient en plus un impact sur lequel l'organisation elle va devoir prendre en compte. S'il y a des conflits qui apparaissent dans le collectif, ou si un professionnel se retrouve dans une situation de santé qui ne lui permet plus de travailler, en tout cas même de manière temporaire, l'organisation elle va se retrouver impactée à son tour. Et c'est là qu'on voit aussi un certain nombre d'effets sur l'entreprise, sur l'organisation, sur la structure, qui sont de l'ordre de l'absentéisme, mais aussi du turnover, d'une désorganisation globale, d'une perte de qualité, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, largement, plus globalement, cette question de la performance, de la motivation des différents collaborateurs. Et puis, nous avons une dernière dimension, qui est celle de la conciliation des temps. C'est-à-dire que comme il y a une porosité entre les deux sphères, sphère familiale, sphère sociale, sphère professionnelle, on voit qu'à un moment donné, ça va impacter aussi. Les conflits générés dans la sphère familiale, la disparition des temps de loisirs, d'activités associatives. Donc
Ça, c'est lié par exemple à des situations de surcharge ou de burn-out qui peuvent se traduire aussi par ça. Et donc le fait par exemple d'avoir des exigences émotionnelles très importantes pour certains métiers, notamment dans le médico-social, on a pu le constater, font que parfois à domicile, on va se lâcher beaucoup plus. Et donc les conflits peuvent être importants. Et il y a un certain nombre de professionnels qui, confrontés aux risques psychosociaux, rencontrent ces situations-là et en souffrent beaucoup. Voilà, donc je vais repasser la parole à Séverine, qui va revenir sur la question du télétravail en période de confinement. Alors, je vais revenir avant toute chose sur cette notion de télétravail, le télétravail volontaire. Sachez que celui-ci, il est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou à défaut dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur, après avis du CSE s'il existe. Donc, dans ce cadre, lorsque celui-ci est volontaire, les conditions de travail sont optimisées. Le travail est structuré, il est cadré et en général, les horaires de travail sont relativement identiques aux horaires de bureau. Dans ce télétravail volontaire, nous avons, voyez à travers ce slide, une vie professionnelle en interaction avec la vie privée et une vie sociale. Ces espaces sont distincts, même si à un moment donné, ils se retrouvent. Cette notion est une notion d'équilibriste, puisque le télétravail volontaire, comme je l'ai dit, nous avons des horaires assez classiques, donc la vie sociale, elle est présente, c'est-à-dire que pour l'individu qui a une vie associative, qui fait du bénévolat, une vie sportive, engagement politique, ou tout simplement le lien amical, il reste présent et il fait partie de cet équilibre. En télétravail contraint, alors là, forcément, il est subi, il n'y a pas forcément de préparation, et vous voyez que les deux sphères fusionnent, la vie professionnelle et la vie privée. Donc, tout est en interaction. De la même façon, cette vie sociale, elle est appauvrie, puisqu'elle peut être complètement réduite, voire interrompue. Donc, ce qui fait que tous les repères habituels, professionnels, que le salarié qui télétravaillait auparavant avait, deviennent complètement floutés. Plus de repères. Si l'on reprend cette notion de risque psychosocial dans le cadre de cette situation de crise... Je me permettrais juste peut-être de compléter ici. Donc on est bien dans une situation aujourd'hui de télétravail contraint qui ne représente pas du coup le télétravail normal, tel qu'il devrait être fait dans le cadre d'un dialogue social et d'un accord, avec une préparation de tous les acteurs. Et là aussi, pour compléter, certaines entreprises ont eu quelques heures pour se préparer et d'autres pas du tout. Donc là aussi, il y a une inégalité dans cette phase préparatoire, semi-préparatoire ou alors aucune préparation du tout. Si l'on revient donc sur cette notion de risque psychosocial, les effets dans cette situation de confinement, on va retrouver le sentiment d'isolement, isolement effectivement du collectif, l'environnement de travail qui peut être inadapté, la charge de travail difficile à équilibrer avec la vie familiale, forcément, mais également la mesure de cette charge de travail. Donc, pour vous donner un repère, la charge de travail, on l'a définie en 3 dimensions principales. Vous avez la charge de travail prescrite. Ce sont les objectifs, ce sont les missions, ce sont les tâches à réaliser. Vous avez la charge de travail réelle, ce qui est fait réellement en prenant en considération les dysfonctionnements, les ajustements, mais également la 3e dimension qui est la charge de travail subjective, à savoir comment le salarié ressent son travail, comment il le vit, comment il le perçoit. Et aujourd'hui, dans cette situation de confinement, on voit bien que cette charge de travail subjective peut être pesante,
comme le travail ne peut pas être normé, eh bien, il y a un sentiment d'insécurité qui se met en place sur le contenu du travail. De la même façon, nous pouvons nous questionner sur le sens du travail, utilité sociale, utilité sociétale. Je l'ai dit tout à l'heure, le sentiment d'insécurité est aussi généré. Et puis, ces informations perpétuelles que nous recevons tous génèrent aussi forcément de l'anxiété. De la même façon, dans une situation de travail normée, lorsque difficulté il y a, quand le collectif et le travail d'équipe est possible, nous pouvons nous appuyer sur nos collègues. Alors que là, ça devient plus difficile. Les conséquences. Eh bien, cela peut occasionner, on l'a dit tout à l'heure, de la fatigue émotionnelle, du stress, un état dépressif, du mal-être. Au sein de la vie familiale, peuvent surgir des tensions, des conflits, de la violence conjugale, mais également face au travail, de la démotivation, un désengagement. Et enfin, concernant le collectif, les impacts, les conséquences sont liées à la productivité, le management, comment s'organise le management à distance, et le maintien de la cohésion. Comment faire pour que le collectif perdure, pour que cette notion de convivialité au travail soit présente à distance. Alors, quels sont les facteurs de risque spécifiques? Vous l'avez compris, on est bien sur cette difficulté d'articulation des temps. La déconnexion. On travaille de chez soi, on est chez soi. Mais dans ces cas-là, à quelle heure on s'arrête? L'isolement, forcément. Les compétences et appétences numériques, à savoir que certains salariés peuvent être très à l'aise avec les outils numériques, d'autres moins. La situation contraignante nous amène à utiliser davantage justement ces outils numériques. Donc là aussi, ça peut créer quelques perturbations. La charge de travail évaluée, ainsi que des craintes en termes de perspective d'emploi. Comment va se réorganiser le travail à la reprise? Quelles conséquences économiques? Quelles conséquences sociétales? Tout ça nous amène à identifier des craintes et à faire en sorte qu'effectivement le climat est anxiogène pour tous aujourd'hui. Peut-être qu'on peut, là faire un point d'étape et recueillir peut-être vos remarques, vos questions, vos suggestions sur ce que nous venons de vous présenter. Effectivement, c'est le moment d'échanger. Je viens de réactiver vos micros. Normalement, la prise de parole est possible. Est-ce que certains d'entre vous veulent s'exprimer ou poser des questions? Est-ce que ça renvoie à des situations que vous avez rencontrées, par exemple, ou que vous rencontrez actuellement? Évidemment. Personne n'ose intervenir. Pas de questions pour le moment ou de choses ou d'éléments à apporter? Non, c'est clair. C'est clair? Ouais, ça va. Ok. On poursuit alors du coup. Très bien. Alors du coup, sur différentes pistes d'action qu'on peut mettre en place, on va essayer de fonctionner un peu en entonnoir. En tout cas, avec différentes... Alors, je suis en sourdine. Non, c'est bon. Alors, avec différents niveaux d'action. La première chose, c'est la question du management. Déjà, au moment de la mise en place d'un télétravail
je dirais, dans des conditions normales, c'est déjà un défi pour l'encadrement, d'essayer de réguler la charge de travail, de s'assurer que tout se passe bien, et puis de fonctionner en confiance. Ça peut impliquer, pour beaucoup d'encadrants, un apprentissage au même titre que pour un salarié, apprendre aussi à travailler différemment en télétravail. Là, ici, ce défi, il est amplifié par cette situation de télétravail contraint. Et donc, du coup, de cette projection d'un certain nombre d'individus, et y compris d'encadrants, dans une modalité de travail qui était sans doute pas forcément toujours une modalité choisie ou jugée même possible sur certains métiers. Alors, il y a différents principes, en tout cas de management à distance, et on va voir comment ils s'appliquent potentiellement dans ce contexte de crise. Donc, il est, en gros, l'encadrement, le N+1, il va jouer un rôle très important dans le maintien du collectif et dans le maintien du lien social qui va permettre au travail de se réaliser. Ce qui est conseillé, ce qui est recommandé, effectivement, c'est de pouvoir fonctionner par objectif et avec des moyens et jouer ce rôle de soutien dans la relation de travail pour que chaque collaborateur puisse, malgré ces conditions de travail difficiles et pas forcément toujours optimales de télétravail, de tout de même atteindre des objectifs qui vont être fixés. On a parlé tout à l'heure d'apprentissage. Effectivement, ça ne se décrète pas, ça ne se fait pas tout de suite. Il y a des sociétés ou des entreprises qui vont avoir l'habitude, d'autres, c'est complètement nouveau. L'importance des échanges, que ce soit formel ou informel, ressort, et le rôle de l'encadrement, c'est aussi de pouvoir s'assurer que ces échanges aient bien lieu, de permettre ces remontées d'informations, de pouvoir évaluer finalement où chacun en est, où chacun se situe, et de voir si, et c'est notre dernier point, je saute un petit peu des différents points, mais de voir si les conditions finalement de réalisation du travail pour les collaborateurs sont bonnes et permettent effectivement d'avancer. Alors dans le contexte de crise, on imagine bien que l'importance de fixer des objectifs, c'est se donner des échéances. Et puis c'est aussi donner des priorités pour que chacun puisse avoir un repère au quotidien sur ce qui est important, sur ce qui est urgent, sur ce qui est vital dans l'activité qui est à réaliser. Alors c'est jouer ce rôle finalement de chef d'orchestre. Tout en ayant à l'esprit que nos objectifs de productivité actuels, on parle bien d'un management par objectif, ne peuvent pas être aussi exigeants que ceux de conditions de télétravail normales. Là où ça a été préparé, là où ça a été choisi, là où on s'est assuré qu'on avait un cadre tout à fait propice à la mise en place de ce télétravail. Aujourd'hui, on ne peut pas exiger la même chose, ne serait-ce que parce que potentiellement à domicile, vous avez des enfants à vous occuper, vous avez un conjoint ou une conjointe, etc. Donc tous ces éléments-là font que ça va être... c'est des conditions jusqu'alors assez inédites. Donc il faut se dire effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ne représente pas des conditions normales d'un télétravail dans une structure. Il ne faut pas que ça vous dégoûte non plus du télétravail. Ça n'a rien à voir. Sur la question du collectif de travail, il y a vraiment une importance à garder le contact, à questionner, à suivre les salariés pour aussi pouvoir identifier potentiellement des zones de risque, là où les personnes se retrouvent isolées, qui n'ont pas l'habitude du télétravail, qui sont sur des dossiers potentiellement sensibles ou là où il n'y a pas forcément d'appli possible. Et puis, encore une fois, ces questions de surcharge et de sous-charge qui peuvent se jouer à peu de choses. Un exemple, une activité qui avant prenait peu de temps, finalement, en télétravail, peut se retrouver à prendre 2 fois plus de temps qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a un traitement qui peut être fait d'abord par mail, ensuite qui va requérir une saisie sur un logiciel, et puis ensuite peut-être un renvoi. Tous ces éléments-là
change la nature de ce qui est fait. Alors que peut-être qu'avant, cette même situation-là, elle pouvait se traiter dans un échange complètement informel entre deux collègues. Là, ça nécessite par exemple plusieurs validations, plusieurs envois. On va être sur une modification assez importante d'une activité qui peut justement générer cette surcharge. On parle aussi de mettre en place et d'animer une communauté virtuelle. Voilà, tout le partage de documents, tous les éléments de communication va être important entre les collaborateurs, entre les professionnels, mais aussi avec les structures avec lesquelles on peut être amené à travailler. Et donc, comment tout ça se passe, comment ça s'anime, sachant que ce n'est pas la même chose que de passer 1 heure au téléphone que de passer 1 heure en visio. L'attention et ce qu'on peut mobiliser, ce n'est pas la même chose. Et puis, le dernier point sur le collectif, c'est aussi tous les temps informels qui sont extrêmement importants et qui permettent à chacun de savoir où on en est, de pouvoir prendre des informations qui vont être nécessaires dans l'activité. Dans beaucoup d'organisations, on voit ces temps disparaître. À l'époque où dans l'industrie étaient mis en place beaucoup de projets Lean, où on a vu disparaître un certain nombre de temps informels qui pourtant étaient nécessaires pour pas mal d'équipes et de collectifs pour justement échanger, avoir accès aux informations et accomplir le travail dans de bonnes conditions. Je voudrais aussi rajouter, des initiatives sont prises par certaines structures pour conserver cette convivialité au travail, comme chaque matin, prendre la pause café à heure fixe, en visio par exemple. Certaines structures vont aussi se lancer des défis, comme par semaine, par exemple, prendre en photo son animal de compagnie ou autre chose, ou bien diffuser une musique. Donc, ça crée du lien et ça permet de garder vraiment cette notion de convivialité au travail et ô combien elle est importante, même à distance. Merci. Alors, sur ces questions de management à distance en situation de crise, au niveau du réseau Anactaract, il y a un certain nombre d'éléments sur le management du travail. Et donc, le management du travail, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension stratégique, une dimension opérationnelle, un temps court, un temps long. Aujourd'hui, on est dans une situation particulière de crise qui font qu'aujourd'hui va prédominer cette question de temps court. Il va falloir essayer de pallier dans des temps assez courts, être extrêmement réactif pour ne serait-ce que mobiliser les collaborateurs autour de projets, autour d'actions, autour de tâches qui sont à réaliser, qui n'étaient peut-être pas forcément possibles ou même prévues dans l'organisation précédente. Et toute cette dominante opérationnelle aussi est importante parce que du coup, on est bien dans la réalisation là, demain, au quotidien, d'une activité. Donc, il y a un aspect assez crucial, ça on l'a vu, sur la question de l'animation des collectifs de travail et des espaces de discussion sur comment on fait le travail, qu'est-ce qu'on fait, comment. On va vous parler justement d'un outil qui va permettre d'essayer d'agir à ce niveau-là, et puis en matière de prévention des risques psychosociaux pour justement essayer d'agir un petit peu plus en amont, un petit peu plus sur le stratégique. Parce que là, il y a effectivement il y a la situation actuelle et puis il y a la situation telle qu'elle sera demain, qui est aussi, on l'a vu, un facteur de risque psychosocial. Demain, quand il va s'agir de reprendre l'activité, comment ça va se dérouler, est-ce qu'il va y avoir une reprise normale de l'activité, est-ce qu'il va y avoir une surcharge, est-ce qu'il va y avoir un pic d'activité, comment on va faire. Et donc tout ça, c'est finalement essayer de penser l'après. Et ce rôle de l'encadrant dans la structure, il va être très important sur ces différentes dimensions. Alors aujourd'hui, sur notre temps, je dirais court à dominante opérationnelle, vous allez potentiellement être vous-même en situation de difficulté, des collaborateurs également, et il y a un outil qui existe que vous pouvez mobiliser pour justement essayer de traiter un certain nombre de situations de risque psychosocial rencontrées, qu'on appelle l'outil d'analyse des situations problèmes.
Alors, vous avez un certain nombre de documentations que vous allez pouvoir retrouver. On a volontairement essayé de simplifier cet outil pour que ce soit le plus opérationnel possible pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une situation problème? C'est une situation où il y a un sentiment de débordement ou d'impasse, que vous rencontrez, que des collègues rencontrent ou que des collaborateurs rencontrent. C'est une situation où on n'y arrive pas, où on sait que quoi qu'on fasse, ça va nous poser des problèmes et ça va générer un certain mal-être, du ressenti négatif pour les personnes qui vivent cette situation. Donc, la bonne question à se poser, c'est dans quelle situation précise de travail. Donc ça, c'est une question qui peut être posée à l'occasion d'une réunion d'équipe à distance. Dans quelle situation précise de travail ressentez-vous beaucoup de stress, de tension, de mal-être qui vont vous conduire à une situation de débordement ou d'impasse, là actuellement, dans vos situations de travail telles qu'elles se présentent aujourd'hui et qui peuvent être très différentes d'un collègue à l'autre, d'une organisation à l'autre. Donc, qu'est-ce qui, là où finalement ça se passe le moins bien pour vous et qui font que vous êtes bloqué, débordé et que vous avez du ressenti négatif. Ces situations, elles sont précises, ce qui va nous permettre à chaque fois d'avoir quelque chose de contextualisé. C'est pas quelque chose de global, c'est pas un vague mal-être, un vague sentiment de stress. C'est vraiment dans un contexte donné. Et donc notre situation problème, elle peut être analysée, elle doit être analysée à travers les conséquences qu'elle génère. On l'a vu sur l'individu, sur le collectif ou sur la structure, sur l'entreprise. Qu'est-ce que ça produit? Et puis, qu'est-ce que notre situation, qu'est-ce qui génère cette situation? Et d'avoir à l'esprit toujours cette notion d'équilibre entre les contraintes et les ressources que l'on retrouve dans le travail. Donc, quelles sont les différentes contraintes qui font que notre situation aujourd'hui pose problème? Juste pour ajouter un élément, si l'on prend en considération une situation de problème dans le télétravail contraint, on peut se dire quels effets sur les membres de la famille qui sont au sein de mon domicile, puisque forcément, il peut y avoir des effets aussi. Tout à fait. Oui. Voilà. Considérer que les membres de la famille font partie du collectif de travail. C'est ça, indirectement. Voilà. Bon. En tout cas, effectivement, il y a des configurations qui vont être très différentes. L'idée, c'est ce travail-là, il peut être fait en collectif, essayer de remonter finalement sur nos causes, sachant que les principes de la prévention des risques psychosociaux, et dans le Code du travail, vous avez 9 principes. Le premier de ces principes, c'est éviter les risques. C'est-à-dire que du coup, en fait, pour éviter que notre situation problème qui génère un certain nombre de mal-être, qui vont nous permettre de caractériser la présence d'un risque psychosocial, comment dire, j'essaie de faire bouger ma souris, pour éviter ça, il va falloir à un moment donné faire disparaître un maximum de contraintes. Donc, comment on peut faire disparaître ces contraintes-là? Eh bien, du coup, ça va dépendre des différentes contraintes, mais ça peut être, si on a une sursollicitation, par exemple, des canaux d'information qui vont générer une surcharge cognitive ou une surcharge de travail, eh bien, tout ça peut, à un moment donné, on peut faire disparaître la contrainte, par exemple, en imposant pour les réunions par un logiciel en particulier, et d'éviter d'avoir 15 supports. Donc, il peut y avoir des règles de communication qui peuvent être définies, si effectivement c'est une situation qui devient problématique pour tout le monde. Après, sur les ressources, c'est comment on crée le collectif, ou en tout cas on le maintient, comment à un moment donné on peut se former. Ça, c'est des ressources aussi, la question de la compétence, la capacité à faire face. Et donc, comment on rétablit finalement une situation qui soit de l'ordre beaucoup plus de l'équilibre. On ne pourra pas faire disparaître toutes les contraintes, pas toujours, et puis on ne pourra pas forcément agir sur toutes les ressources. L'idée, c'est effectivement de rétablir quelque chose qui soit tenable dans le temps pour tout le monde. Voilà. Et puis surtout, quand on met en place des actions, c'est important d'identifier les ressources, parce que si on fragilise par ailleurs, et on a pu le constater dans un certain nombre de structures, si par ailleurs on met en place une super organisation qui va nous permettre de réduire les contraintes, mais que
on fait disparaître aussi des ressources, comme les temps collectifs, comme le fonctionnement en binôme, par exemple, ou la capacité à se, comment dire, à se donner des conseils, etc. Tout ça peut disparaître, et donc on peut voir tout de même la situation de déséquilibre perdurer, parce que nos ressources ne seront plus au rendez-vous. Et puis un outil opérationnel, c'est une fois qu'on s'est dit comment on va faire disparaître un maximum de contraintes ou les faire réduire, comment on va augmenter nos ressources existantes dans notre situation actuelle. Ben là, il y a un outil que vous connaissez très bien, qui est un petit plan d'action ciblé, qui va nous permettre de trouver des solutions à cette situation-là. Et puis, souvent, c'est plus global, parce que la situation problème, c'est la traduction d'une situation parfois plus globale. Et en solutionnant des solutions, enfin, en solutionnant notre situation problème, on pourra sans doute éviter que d'autres situations comparables se produisent chez d'autres collègues. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Séverine? Non, je pense que c'est bien complet. Et l'idée, c'est d'avoir une vision globale sans entrer trop dans la technicité de la situation problème. Donc là, c'est un outil opérationnel que vous pouvez toutes et tous utiliser, il me semble. Voilà. Il y a Alors, oui, un je t'en autre prie. élément, peut-être, à moins que tu veuilles le Je t'en présenter. prie, vas-y. Ok. Un autre outil qui est le plan de continuité d'activité. Alors dans l'idéal, là on est plus sur une dominante stratégique, stratégique à plus long terme, ce qui n'interdit pas aujourd'hui d'avoir cette réflexion sur la continuité d'activité. C'est-à-dire que demain, si le confinement perdure, si dans le collectif de travail, il y a des professionnels qui n'ont pas le choix, qui se retrouvent en arrêt maladie ou en situation de chômage partiel, comment l'entreprise peut continuer à fonctionner. Parce que le risque psychosocial, il est lié aussi à la capacité de chacun à accomplir le travail de bonne qualité, dans de bonnes conditions, et aussi ce sentiment d'être utile et reconnu dans ce qu'on fait. Si l'entreprise n'est pas capable de produire, de continuer à produire ce travail de qualité, beaucoup de collaborateurs en souffrent. C'est un phénomène extrêmement important de souffrance au travail. Alors, ce plan de continuité d'activité, c'est de manière globale de se dire pour la structure, alors il y a tout un guide qui existe sur le site de l'ANACT pour la mise en place de ce plan de continuité d'activité. Au regard de la taille des structures, on n'est pas forcément sur des plans d'activité forcément très structurés si on considère des petits collectifs de travail comme certains offices de tourisme. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça, c'est une question assez importante à se poser et à partager en collectif. Il y a aussi la question des tâches et des missions qui sont vitales pour la pérennité de la structure. Qu'est-ce qu'il va falloir maintenir, coûte que coûte, quel que soit si le collaborateur ou les collaborateurs qui accomplissent normalement ces tâches-là ou ces missions-là ne sont pas présents. Pour des structures associatives, par exemple, c'est la recherche de financement. Si les dossiers de financement ne sont pas déposés, y compris dans la période de confinement, derrière, il va y avoir un gros problème. Donc ça, ce sont des actions. Comment, dans notre plan de continuité d'activité, on maintient ces tâches et ces missions qui sont vitales. Comment on adapte aussi le travail des collaborateurs dans cette nouvelle configuration? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent évoluer? Est-ce qu'on va faire exactement la même chose? A priori, non. Mais comment on peut mettre ça en place? Comment ça évolue? Quels moyens on a face à ces évolutions du travail, notamment numériques, mais pas que, vers une harmonisation de tous les outils pour pouvoir mieux travailler, mieux communiquer. Et dans le plan de continuité d'activité, il y a cette notion de scénario d'organisation, de scénarii d'organisation, qui vont permettre de gérer l'impact sur l'entreprise d'événements ou de crises qui vont se présenter, qui peuvent être aujourd'hui, c'est notre cas, une crise plutôt sanitaire, mais on peut voir apparaître d'autres crises. Et là, on peut se référer par exemple à tout ce qui est défini comme cas de force majeure, par exemple, dans la législation, guerre, épidémie,
voilà, événements climatiques qui peuvent, à un moment donné, impacter tout le fonctionnement même et voire la pérennité d'une structure. Merci pour cela. Maintenant, nous allons aller sur les pistes d'action. Avant toute chose, avec Florent, on s'est dit que c'était aussi important de vous faire penser à votre posture et à l'environnement de travail. Pourquoi? Parce que dans cette situation, la position statique est fortement sollicitée. Nous sommes constamment plutôt assis puisque nous avons moins l'occasion de nous déplacer, aller voir les collègues, aller en réunion, à la photocopieuse. Donc, petit rappel quand même par rapport à cette position de travail ergonomique. Je vais pas tout vous lire, mais c'est juste pour que vous ayez conscience de cela. Faites attention à votre posture parce que les risques physiques là sont fort importants. Donc, j'espère que là, vous êtes toutes et tous bien assis, confortablement. Alors, oui. Je complète par rapport à cet environnement de travail, ce qui fait aussi que le poste de travail qu'on occupe actuellement, techniquement, il est aussi de la responsabilité de l'employeur. Oui. Il peut, dans une condition de télétravail normale, mais c'est le cas aussi, a priori, concerner les acteurs du dialogue social, que sont les membres du CSE ou du CHSCT dans les structures publiques. Donc, effectivement, ça doit être aussi une préoccupation du dialogue social sur comment chacun a la possibilité ou pas de se trouver dans des conditions optimales par rapport à ça. Donc, voilà, c'est un questionnement aussi qu'on doit avoir. Tout à fait. Merci. Alors, les autres leviers possibles, pour les personnes qui le peuvent, il y a aussi cette possibilité de se former grâce au MOOC. Donc là, il s'agit de mettre à profit le temps du confinement. Les salariés qui seraient en situation de fort isolement avec un sentiment de souffrance, sachez que les services de santé au travail peuvent vous écouter, à savoir que les services de santé au travail sont aussi en télétravail. Vous avez la possibilité de contacter votre médecin du travail et par le biais du médecin du travail, cette possibilité d'être en consultation avec le ou la psychologue du travail par des entretiens téléphoniques. De la même façon, pour des questions d'ordre d'organisation, de management, de charge de travail, nos chargés de mission, nous, à l'ARACT Normandie, nous avons cette possibilité aussi de venir vous aider, vous soutenir pour toutes les questions en lien avec les conditions de travail. Pour finir, nous allons aller sur les principes généraux, les rythmes de vie. Là, c'est une gestion individuelle que l'on va vous proposer. Sûrement que vous en avez entendu parler, mais c'est bien de se le redire. Quelle que soit votre situation, fixez une heure de réveil pour chaque membre du foyer, ô combien c'est important, même pour les adolescents, si vous en avez. S'habiller, effectivement, rester en pyjama toute la journée, c'est pas forcément très confortable et très stimulant. De la même façon, échelonner tout au long de la journée les activités quotidiennes, si vous avez des enfants, les devoirs, les activités culturelles, ça peut être la musique, activités physiques, travaux en tout genre. Les temps calmes sont aussi importants, donc prenez ces temps comme des occasions de vous poser en famille, de prendre du bon temps avec ceux qui vous sont chers. Donc, ça signifie aussi faire en sorte de pouvoir, pourquoi pas, ressortir des jeux de société ou réinventer d'autres activités ensemble. Le lieu de travail, on l'a vu avec l'environnement de travail, est important. Donc, autant que possible, ne pas travailler dans son lit et bien déterminer une zone de travail dans votre logement. Il sera ainsi beaucoup plus aisé de pouvoir séparer votre temps professionnel avec les autres activités personnelles. Les temps de repas sont aussi importants. Gardez des repas à heure fixe.
éviter forcément les grignotages, l'heure de coucher en lien avec l'heure de réveil. Et puis, dans cette situation de confinement, faire en sorte d'avoir de la souplesse avec les membres de votre foyer. Chacun doit prendre un peu sur soi, faire preuve de tolérance, de bienveillance, d'écoute et de compréhension. Pas toujours facile, mais c'est bien de se le dire quand même. Voilà, donc, comme les temps de vie professionnels et personnels sont un peu superposés, effectivement, n'épuisez pas vos ressources personnelles, sachant que il y a besoin de faire face d'un point de vue professionnel aussi. Voilà. Alors, vous le savez, on est dans une situation inédite. Donc, c'est aussi intéressant de vous écouter, de peut-être entendre vos pratiques, les choses que vous avez pu mettre en place. Salut Pablo, c'est Valentin, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, comment ça se passe pour toi? Oui, vous m'entendez? Oui, Émilie. Excusez-moi, je vous ai coupé. J'ai voulu réactiver les micros de tous les participants et il y a a priori des gens qui sont en communication. Avec Pablo. Donc du coup, écoutez, puisque tout le monde nous entend, si quelqu'un veut s'exprimer, il n'y a pas de souci. Je vais réouvrir les micros. On vous écoute pour les questions et les réponses et votre volonté de pouvoir partager vos bonnes pratiques sur le sujet du jour. Moi, je vais commencer si… Ouais, carrément. N'hésite pas, tu mets préférez-vous bien au… Peut-être qu'on pourrait procéder par lever la main avec la petite… vous avez sur vos interfaces, normalement, un petit bouton qui vous permet de lever la main. Comme ça, l'animatrice des échanges va vous activer votre micro individuellement. Parce qu'il y a effectivement des parasites sur la ligne. Merci. Sandra, tu voulais participer, c'est ça? Voilà, on voit la main qui se lève là. C'est qui? Alors, attendez, je cherche. Je vois la personne, mais je ne sais pas qui elle est. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je travaille à l'Office de tourisme du Havre. En fait, je suis directrice du service accueil avec une équipe de 13 personnes. C'est vrai que la situation actuelle fait que l'ensemble de mon équipe est en chômage partiel, à 100%, on va dire. Cependant, j'ai tenu à maintenir quand même un lien avec l'ensemble de l'équipe. Et je pense que c'est là où il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'on ne leur propose pas de télétravail, puisqu'en l'occurrence, elles n'en ont plus pendant cette période. Cependant, je pense qu'il est quand même indispensable de garder un lien avec toutes et tous. Donc, on a tout simplement créé un groupe WhatsApp permettant d'échanger à la fois sur des thèmes professionnels par moment, puisque comme je gère toutes les boîtes mail de l'ensemble des points info qui sont fermés, je les sollicite quand même de temps en temps à titre professionnel pour obtenir certaines réponses. Mais ce groupe sert aussi beaucoup du coup pour le personnel, à prendre des nouvelles des unes des autres et puis voilà, à s'échanger des petites blagues du moment de manière… en fait, ça me permet vraiment de prendre la température des uns et des autres. Toutes ne sont pas forcément au sein d'une famille avec enfants ou conjoints. Certains sont vraiment en solo dans leur appartement. Donc voilà, ça permet de garder un peu de lien. Je peux enrichir, Sandra, si tu me le permets. Est-ce que tu as des gens dans ton équipe qui seraient moins accoutumés à l'usage des nouvelles technologies, ou est-ce que ce sont tous des jeunes ultra connectés? Ce sont pour la plupart, je dirais, des jeunes ultra connectés. J'en ai une dont j'ai très peu de nouvelles. Malheureusement, elle ne fait pas partie du groupe WhatsApp parce que son téléphone portable n'a plus d'espace libre pour qu'elle télécharge cette application. Donc, elle, à l'inverse, c'est plutôt par SMS que j'arrive à obtenir des nouvelles. D'autres, je vois, sont très, très peu réactifs quand même sur le groupe. Ce sont des personnes qui sont plus dans une tranche d'âge au-delà de la cinquantaine, qui sont moins à même, qui ont moins l'habitude d'utiliser ces réseaux sociaux. Oui.
Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques au sein de notre réseau des offices de tourisme vis-à-vis de ces personnes qui sont un peu plus éloignées de l'usage des nouvelles technologies? Ou est-ce que vous avez, vous, Florent et Séverine, des préconisations à nous donner? J'avais peut-être une question naïve. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans un office de tourisme, peut être fait plutôt le choix de télétravail ou plutôt le choix d'un chômage partiel? Est-ce que c'est une décision stratégique, politique qui a été faite, ou est-ce que il y a une nature d'activité vraiment différente ou... Voilà. Alors, si je peux me permettre, j'ai en partie des réponses. Je fais partie du cluster tourisme en ville d'Atout France. Donc, avec mes homologues des autres offices de tourisme de France, on a échangé cette semaine justement, voilà, en prenant des nouvelles des uns des autres, qu'on a créé un bon petit réseau sympathique. En fait, certaines, effectivement, ont mis leur équipe en chômage à 100%. D'autres, à l'inverse, pas du tout. Elles continuent à travailler sur des dossiers, peut-être pas à 100%, mais au moins à 50%, voire plus. Tout simplement parce que je pense que j'ai la chance d'avoir, moi, une équipe conséquente de 13 personnes en CDI. Donc, pendant la basse saison, où il y a moins de fréquentation touristique, elles peuvent largement avancer sur les dossiers back-office, comme on entend, qualité, label, etc., et permettre de préparer vraiment la haute saison. Et donc, arrivé au moment où le confinement a débuté, on était déjà, nous, largement au point et largement avancés sur nos dossiers de back-office. D'autres, avec des équipes plus restreintes, avancent, je pense, beaucoup moins vite. Pour faire le lien peut-être avec les salariés qui n'ont pas cette possibilité de partager ces moments grâce aux outils numériques, avez-vous mis en place un système de liens très très fréquents, par exemple contacter le salarié une fois tous les 2 jours, une fois par semaine? Je pense que cette régularité de prise de contact est importante. Alors, effectivement, je me permets, je suis Marie-Flo, je suis la directrice de la Fédération régionale des offices de tourisme. Donc, on a effectivement sondé notre réseau quasiment dès le début du confinement pour avoir un état des lieux de l'état des troupes, si je puis dire, à savoir qui est en activité partielle, qui est en télétravail, qui est en arrêt de travail pour garder les enfants. Et effectivement, ce que dit Sandra et du Havre, c'est juste, hein, on a de tout. Il y a quand même une majorité des publics qui sont conseillers en séjour qui, eux, sont ou vont basculer en chômage partiel courant avril, puisque soit l'arrêt de garde d'enfants est déjà maintenant passé, et les missions qui pouvaient porter en télétravail sont aussi plus minimes. Donc, on voit que les employeurs sont en train d'envisager de les basculer sur de l'activité partielle. Mais c'est au regard, effectivement, de leur mission au sein de la structure. Ce n'est pas une généralité, hein, mais c'est une majorité des offices de leur retour. Ensuite, sur la partie plus back-office, on voit qu'au niveau du télétravail, ça s'organise plutôt bien au niveau des offices de tourisme. On voit qu'il y a des cafés Covid qui naissent, hein, c'est-à-dire tous les matins, il y a des réunions de café virtuels à raison d'une demi-heure, 3/4 d'heure à 1 heure en fonction de la taille des équipes, mais ça permet de garder du lien. Il y a des fréquences un petit peu plus cadencées qui sont soit plutôt la journée, soit tous les jours, soit sinon tous les 2 à 3 jours pour aussi garder le lien. Mais on voit aussi qu'il y a de nombreux outils qui sont utilisés avec les groupes WhatsApp sur Messenger, enfin tout ce qui va permettre d'avoir de l'écrit ou du virtuel en visioconf est sollicité par les offices et on voit que vraiment ils ont été très réactifs puisque le télétravail n'est pas une coutume pratiquée dans nos structures, même si ça l'est de plus en plus depuis la loi NOTRe et le fait que les offices aient désormais une compétence intercommunale. On voit que les bureaux sont maintenant à des kilomètres les uns des autres, donc on a effectivement une habitude de travail à distance qui est née, mais de là à ce que ce soit réellement du télétravail, on n'en était quand même pas encore là. Donc on a un réseau qui a plutôt bien réagi, qui est proactif et qui est effectivement dans une bienveillance constante vis-à-vis de leurs équipes et qui souhaitent effectivement que leurs équipes se portent le mieux et
avec une productivité effectivement relative compte tenu du contexte. Voilà pour l'état un peu au niveau normand. Je ne sais pas si l'un d'entre vous voudrait ajouter quelque chose au niveau du témoignage que je viens de faire sur la partie plus réseau, s'il y avait aussi d'autres offices de tourisme qui auraient des témoignages à partager ou des bonnes idées pour pouvoir aussi nourrir la réflexion. Visiblement non, je n'ai pas de demande. Je vais quand même réactiver, je pense, certains micros parce que j'ai l'impression que... Vous l'avez appelé peut-être? Est-ce que tout le monde... C'est bon, les micros sont réactivés. Est-ce que vous voulez partager, poser des questions ou échanger sur vos pratiques? Oui. Laurent? Oui, je dis pour Laurent de l'Office de tourisme Saint-Michel-Normandie. On t'entend mal, Laurent. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro? Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux là? C'est mieux, oui. Ouais. Super. Merci. Non, là, il a coupé. Ça a coupé? Oui. Zut. Voilà, ça doit être bon là. C'est bon, ouais. Donc, alors, Office de tourisme Mont-Saint-Michel-Normandie. Donc, nous, en termes de configuration, on a un petit peu tous les cas, effectivement, des arrêts de travail pour garde d'enfants. On a également du temps partiel, du télétravail. On était parti sur une formule de télétravail à temps partiel et puis on a, avec des retours de l'ensemble des collègues, on a essayé d'affiner notre mode de fonctionnement. Et ce qu'on a mis en place, le directeur a mis en place une réunion tous les lundis, une conférence, pour garder le lien, garder effectivement. Notre difficulté sur notre territoire Mont-Saint-Michel, c'est que déjà, même en situation normale, sans Covid-19, on a 11 bureaux éclatés. Donc, nous-mêmes, au sein des équipes, physiquement, déjà, on ne se voit pas forcément tout le temps. Quand on a des réunions, on n'est pas forcément tous présents. Donc, on a déjà cela étant, on a quand même ces moments de pouvoir se voir même par petits groupes. Moi, mon questionnement, c'était plus, le retour que j'avais de la part des collègues, c'était des difficultés rencontrées entre justement ce que vous présentez, l'implication de la sphère personnelle avec la sphère professionnelle, avec des collègues qui avaient à gérer l'école à la maison, avec peut-être... ça, c'est des suppositions que je fais parce que je n'ai pas eu de retour en ce sens, mais le stress occasionné par ce virus qui, au sein de notre territoire, est assez peu présent. Il est plus présent dans d'autres régions, mais cela étant, ça peut occasionner du stress. Et effectivement, le fait d'avoir à travailler chez soi sans y avoir été préparé, en ayant aussi une masse de travail ou avoir des deadlines sur certaines missions, et puis avoir la même ambiance et la même configuration de travail peut prendre un certain temps à s'habituer. Et donc moi, mon souci, c'était de savoir à qui, n'ayant pas les réponses ou les compétences pour répondre à tout un tas de choses, de savoir vers qui je pouvais aller pour proposer aux collègues des solutions, des pistes pour trouver des réponses à leurs problématiques. Donc voilà, nous, ce qu'on a pu faire, c'est effectivement, ce qu'on peut faire, c'est garder le lien par le téléphone, par ces réunions virtuelles. Voilà. Et alors, Florent, je prends la parole? Oui, vas-y. Voilà. Pour répondre à ce que vous êtes en train d'évoquer, il n'y a malheureusement pas de solution miracle. Néanmoins, parce que vous l'avez vu, on a envisagé les bonnes pratiques, mais après, au quotidien, comment le salarié le vit, quel ressenti peut avoir. Donc, je pense que aller un petit peu plus loin quand on dit garder le contact. Le manager, effectivement, la direction doit garder le contact, mais garder le contact comment? Je pense que c'est important
que le manager de proximité, la direction, puisse, dans le discours, être rassurant, être contenant et être bienveillant. Surtout pour les salariés qui ont une exigence de travail énorme, voyez, qui sont vraiment surinvestis dans l'activité professionnelle, avec un souci vraiment d'efficacité au travail. Donc, je pense que vraiment le discours du manager peut apaiser, peut rassurer et peut contenir dans un premier temps. Florent, je te laisse. Oui, effectivement, c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la négociation, en tout cas pas de la négociation, mais de l'échange entre le salarié et son encadrant. On parlait tout à l'heure d'objectifs qui ne peuvent pas être aussi exigeants au regard des contraintes qui s'exercent sur un certain nombre de collaborateurs, et donc d'essayer de voir peut-être à quel moment ils sont joignables, ils ou elles sont joignables. Quelles sont les plages les plus faciles pour eux? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être proposées? Ça peut être aussi des ajustements sur ces temps collectifs. Peut-être que les temps collectifs sont plus faciles à une certaine période de la semaine ou de la journée. Voilà, c'est cette connaissance-là aussi qui va permettre peut-être de faciliter et de fluidifier un peu le travail collectif. Est-ce que ça signifie que certains salariés ont pu manifester quand même de la souffrance? Est-ce que ça a été verbalisé? Oui, je dirais enfin une certaine forme de difficulté, mais encore une fois, c'est pas, je ne qualifierais pas ça uniquement que de professionnel. Il y a aussi l'aspect vie privée ou personnelle, l'aspect situation internationale. Tous ces éléments-là s'imbriquent, comme vous le présentiez dans votre PowerPoint, très bien. Tout cela également s'imbrique, et donc la difficulté effectivement au sein de l'entreprise en fonction de nos missions, de nos responsabilités. Par exemple, l'entreprise en tant qu'employeur, sa responsabilité effectivement de veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés, mais quand tout ça est imbriqué et l'aspect personnel, jusqu'où on peut aller, comment on peut agir, c'est ça qui me questionnait. Et c'était de trouver effectivement, j'avais sollicité la médecine du travail, qui m'a fait un retour. C'est pour ça que j'ai sollicité aussi OTN, voir quelles étaient les différentes structures et acteurs que je pouvais solliciter pour avoir en fin de compte la meilleure réponse en fonction de la problématique que se posait, auquel était confronté le collègue ou la collègue. Voilà. Donc après, il y a des choses qui peuvent se résoudre effectivement par de l'échange en interne, avec le manager, le directeur, ou d'autres collègues entre nous. Effectivement, il y a des choses qui peuvent trouver des réponses là. À ce moment. Mais sachant que c'est un événement qui est beaucoup plus, plus grand, et en même temps invisible que nous. Voilà, ça met en dynamique différentes choses. Et c'est ça aussi qui concourt à l'inquiétude, au stress. D'où l'importance également d'évaluer chaque situation individuelle, parce que dans ces situations, certaines personnes vont être davantage vulnérables, parce que aussi, antérieurement, il peut y avoir aussi des zones de fragilité qui n'étaient pas reconnues ni connues. Donc, c'est identifier des situations personnelles pour soutenir et aider au mieux effectivement le salarié en prenant en considération ses contraintes personnelles. Souvent, le rôle de l'entreprise, il va s'arrêter à l'interface entre la vie professionnelle et la vie privée. Comment on facilite les deux, comment on facilite la conciliation des deux. Là, c'est extrêmement proche pour certaines situations, voire quasiment liées, voire quasiment confondues. Donc effectivement, cette question de la limite, elle est tout à fait légitime, jusqu'où on va. Si un collaborateur ne peut pas remplir la
la tâche qu'on lui confie parce que une difficulté de la vie privée, ça va tout de suite se ressentir. Donc là, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'analyse, ce que disait Séverine tout à l'heure, dans quelle configuration précise on est, et puis de pas forcément, de ne pas sortir de son rôle non plus, tout en respectant effectivement le principe de protection des individus et de non mise en danger d'autrui. Laurent, est-ce que je peux me permettre de te demander si ton contact auprès de la médecine du travail t'a apporté des réponses ou a pu t'aiguiller? Tes collègues sont preneurs de cette information, je pense. Alors, oui, j'ai eu le contact avec la médecine du travail, le docteur qui m'a appelé, donc j'ai pu échanger avec lui, effectivement. Donc, la médecine du travail offre une présence téléphonique et puis la possibilité d'étudier individuellement avec la personne ses besoins, si c'est juste un besoin d'écoute, d'échange, ou alors une réponse à quelque chose qui est verbalisé, voilà. Donc ça, j'ai relayé ça auprès de mes collègues. Après, moi, justement, plus par rapport à un questionnement, c'est la barrière que j'ai pas forcément de retour de savoir si une personne a sollicité, quoi. Donc c'est par rapport à ce que vous disiez, justement, de voir s'il y a un problème. Parce que justement, il y a à un moment donné, il y a une limite, on n'a pas à rentrer plus loin que la Donc, j'ai pas forcément de retour des collègues, mais voilà, j'ai essayé de solliciter ce que je pouvais proposer comme solution. Voilà. Tout à fait, et ça peut être, vous avez bien fait, et c'est également diffuser l'information en indiquant aux collaborateurs qui peuvent, à titre individuel, solliciter la médecine du travail en toute confidentialité s'ils le souhaitent, et que la permanence téléphonique est maintenue. Donc, la diffusion d'informations est aussi importante. Il y a peut-être aussi un autre acteur qui sont les représentants du personnel, s'ils existent dans vos organisations, qui peuvent aussi être un autre canal qui peut revenir justement vers vous en tant qu'encadrant pour vous informer un peu de situation au regard de ce que eux peuvent avoir en échangeant avec les salariés ou les agents. Oui, tout à fait. On a aussi un CSE qui est très récent, qui ont ce rôle également, effectivement, de lien, de relations différentes avec les collègues que peut l'avoir le directeur ou un supérieur hiérarchique. Je disais merci Laurent pour ce témoignage. Est-ce que certains participants souhaiteraient poser leurs questions ou abonder en bonne pratique? Vous pouvez actionner vos micros individuellement si vous souhaitez prendre la parole. Bon, ben voilà. Il n'y a pas de questions supplémentaires? Non. Non? Alors, moi j'en ai une pour les intervenants du jour. Quid de l'après? Quand tout ça sera terminé, comment accompagner les équipes à la reprise du travail? Et puis surtout, comment accompagner les collaborateurs qui peut-être pourraient être anxieux à l'idée de revenir au travail et de se dire qu'on va avoir encore plus de travail qu'avant sur une période courte. Voilà, quid de l'après? Comment accompagner les collaborateurs à la reprise dans les meilleures conditions? Spontanément, il y a des questions de priorisation, très certainement, et puis on a tendance à préconiser d'associer systématiquement les salariés dans ce type de projet. Donc si c'est une préoccupation qui est collective, et je pense qu'elle est tout à fait légitime, c'est déjà de la faire porter aussi au collectif, cette question-là. Et que chacun puisse potentiellement envisager des solutions, des manières de faire, des manières de fonctionner,
pour que l'organisation réponde à la fois à cet objectif de reprise d'activité qui peut se faire effectivement au pas de course dans des délais soit dès juin, mai-juin, soit septembre. On imagine 2 vagues. Pour ce qui est des offices de tourisme, ça peut être plutôt juin, juillet, août. Voilà. Et donc, par rapport à ce contexte-là, effectivement, il y a sans doute des tests à faire en termes d'organisation et de fonctionnement sur comment on fait et sur quoi on lâche. Et il y a sans doute une deuxième vague sans doute d'expérimentation ou de fonctionnement en mode un petit peu particulier qui va être initié dès qu'on a dès maintenant potentiellement sur comment on fait, et surtout dès qu'on va avoir une horizon qui se dégage sur fin du confinement, pour quand. Sachant que si ça tombe effectivement en plein milieu de la saison haute, ça risque d'être assez brutal. Encore que, on n'est pas assuré non plus que ça redémarre tout de suite. Il pourrait y avoir des craintes justement pour le tourisme, qu'il y ait des professionnels, enfin que les clients ou que les touristes ne se déplacent pas, ne veuillent pas forcément sortir tout de suite. Ça va peut-être pas être du tout au tout. Donc là, c'est une configuration, encore une fois, qui est inconnue sur quel sera le niveau de reprise, quelle sera la rapidité. Voilà. Et puis en complément, dans l'immédiateté de la reprise, il me semble important de mettre en œuvre un espace de discussion assez rapidement pour que chaque collaborateur puisse avoir un espace d'expression et libérer la parole avant de repartir vraiment à fond. Donc, je pense que c'est important de prévoir ce temps, peut-être même de fractionner ce temps parce que le vécu émotionnel va être aussi important. Donc, je pense qu'il faut prendre ça en compte pour que chacun puisse s'exprimer et libérer la parole à ce sujet pour repartir ensemble et collaborer ensemble. Très bien, merci. Est-ce que vous souhaitez intervenir pour les autres personnes qui nous suivent? Karine, je crois. Non, j'ai pas. Bonjour tout le monde. J'ai pas de remarques particulières. J'ai détecté dans mes services 3 personnes qui étaient en détresse, on peut dire ce mot-là. Je crois avoir pas résolu forcément, mais atténué les incidences du confinement et du télétravail pour ces personnes. En tout cas, je les suis. On n'a pas mis en place forcément de rencontres informelles ou d'échanges informels. On est plus dans l'informalisation. Je me suis attachée au début, en tout cas la première semaine, à organiser le télétravail, justifier le chômage partiel en se pliant au côté opérationnel ou les fonctions support pour pouvoir justifier ça. Rassurer par rapport justement à l'aspect financier du passage en chômage partiel. D'organiser, chaque organisation a été réalisée par les responsables de pôle, donc les managers intermédiaires qui ont sollicité leurs collaborateurs. Donc on a fait ça dès le lundi en sachant qu'on est passé en confinement le mardi soir, si je ne dis pas de bêtises. Donc le lundi, la journée a été consacrée à ça et chacun a pu me faire ses retours. Donc toute cette partie-là, toute la première semaine a été consacrée pour essayer de rationaliser cette période et essayer de rassurer les autres. Le lien, moi je les maintiens avec les responsables de pôle, avec des rituels managériaux qui existaient déjà avant, mais on a utilisé d'autres moyens qui est le téléphone ou la visio. Comme les one-to-one par exemple, qui sont hebdo. Et puis j'attends d'eux aussi qui continuent à entretenir les relations avec les collaborateurs, qu'ils soient en télétravail ou au chômage partiel.
Et moi et le responsable RH, on s'est réparti l'ensemble des collaborateurs et chaque semaine, on a un lien, quel qu'il soit, avec les collaborateurs, soit par SMS, soit par mail, soit par téléphone. Si on a ou pas les coordonnées que les collaborateurs ont bien voulu nous communiquer. Et c'est comme ça que je peux détecter s'il y a problématique ou pas et que je peux derrière déclencher un plan d'action pour ce collaborateur en particulier. Le CSE, on a pris ces décisions avant d'en informer le CSE, puisque ce contexte nous le permettait. Et on a notre CSE de programmer là demain, cette semaine. Et on va aborder forcément cela pour alimenter le document unique, mais aussi pour partager et formaliser l'organisation que l'on a décidée et s'assurer aussi de l'accompagnement des membres du CSE. Voilà en gros ce qu'on a fait sur Indoville. Merci à vous. Effectivement, vous avez souligné un point qui est extrêmement important sur lequel on n'a pas forcément été en détail, mais c'est la question du document unique, qui est le document essentiel en matière de prévention des risques professionnels. Et tout risque qui est identifié, y compris ceux qui arrivent au fil de l'eau, sont à inscrire, à référencer dans ce document unique pour y définir des actions de prévention. Donc cet outil-là, je vais revenir sur la diapo d'analyse des situations problèmes, l'analyse et le plan d'action qui en découlent, potentiellement ce sont des risques qui peuvent être globaux et partagés au sein d'une structure qui ne renvoient pas forcément à des situations strictement individuelles, et à ce moment-là, elles vont avoir leur place en matière de documents uniques. Comme ça, votre structure sera capable, si jamais il y a une situation pas forcément similaire, mais comparable qui venait à se reproduire, de savoir potentiellement ce qui serait possible de mettre en place, voire ce qui est déjà mis en place pour maîtriser un peu la situation. C'est à Mathieu, ça. Ah bah si. J'avais pris le caramel fondant. Ah. Ça mange. C'est l'heure du goûter. Hein. C'est l'heure du goûter. Merci. Pardon, est-ce qu'il reste des questions ou des volontés de partager vos expériences? Ou des compléments d'informations à apporter? Non, je voulais juste compléter, mais c'est un point qui a été abordé. C'est la difficulté à savoir justement où s'arrêtent nos interventions et notre analyse, puisque les problématiques qu'on rencontre, en tout cas pour ceux que j'ai détectés chez moi, c'est réussir à trouver à fixer une frontière entre ce qui est privé et de ce qui est pro. Et on est dans ce contexte-là en télétravail où c'est le privé qui devient la priorité et de réussir à un moment à se dire bon bah, moi j'interviens plus, ça me regarde plus après le reste quoi. Je pense que c'est pour ma part le plus difficile à estimer, d'autant plus qu'il y a la distance en fait. Il y a tout ce qui est éléments de langage, de langage physique, on ne le voit pas du tout en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Et je trouve quand il y a un mal-être, quand il y a un problème, ces éléments de langage physique, c'est hyper important. Plus que le verbaliser parfois en fait. Certains arrivent à exprimer, à mettre des mots sur les mots, et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas du tout, qui n'arrivent pas à se confier. Et sans ces éléments de langage physique, c'est difficile à analyser en fait. Merci. Oui, il y a peut-être potentiellement un autre outil qui peut être utilisé. Je sais qu'il y a certains médecins du travail qui peuvent le préconiser dans des structures. C'est une petite échelle potentiellement qui peut être transférée à des collaborateurs sur lequel ils se positionnent sur leur niveau de bien-être ou de mal-être par rapport à la situation actuelle. Ce qui peut être aussi une manière de prendre la température
dans un collectif, et qui est un autre moyen d'expression que la parole, et qui, en fonction des résultats, peut amener à des échanges avec le collaborateur. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions ou contributions à apporter, on va conclure. Du coup, il est 16h17. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation à ce web séminaire organisé par OTN. Merci à Florent et Séverine pour leur intervention du jour. Merci beaucoup à tous les deux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à visionner le replay sur notre site web si besoin, ou à communiquer à vos collaborateurs la possibilité de pouvoir se reconnecter au replay post-web séminaire, donc ottnormandie.fr, dans la rubrique Centre de ressources. Ok. Si vous me permettez, avant de terminer, nous pouvons vous communiquer notre PowerPoint, et à la fin de notre PowerPoint, nous avons quelques références que nous vous avons indiquées. Donc, par exemple, il y a un dossier donc, dédié au coronavirus et aux conditions de travail, accessible sur le site de l'ANACT. De la même façon, vous avez des webinaires en ligne sur le télétravail. Et sachez que l'ANACT va construire et va diffuser un jeu autour du télétravail. Donc, c'est un jeu type jeu de société qui permet, par le biais d'un collectif, par le biais d'équipes, de pouvoir analyser, échanger autour du télétravail et de mettre en place des pistes d'action autour de celui-ci. Donc, ceci est lié au télétravail, mais également d'autres jeux sont accessibles sur l'égalité professionnelle, sur la qualité de vie au travail. Donc, ces jeux sont disponibles au sein des ARACT. Donc, nous avons, les jeux, et vous pouvez vous les procurer à nos côtés pour pouvoir jouer avec vos équipes et ensemble trouver des pistes d'action. Très bien. Merci Séverine. Moi, je vous en prie. Pour ce complément d'infos. Merci à tous. On quitte ici. Merci et à bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.